Salut à tous, c'est Sketchy et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la série C'est quoi? Aujourd'hui, on va se pencher sur la différence et les définitions de l'appréciation et l'appropriation culturelle. Il y a quelques jours sur TikTok, je vous disais cela. En tant qu'haïtien, je me sens en devoir d'en parler, on va dire. Le compas a été reconnu il y a peu par l'UNESCO comme une richesse internationale, etc. Et d'un point de vue socio-culturel et historique, je trouve ça important et intéressant de mettre en avant que c'est une vraie richesse, que c'est un vrai truc culturel et tout, et que ça nécessite d'avoir une certaine marque. Mais je trouve ça, encore une fois, questionnant du point de vue de l'histoire d'Haïti, que l'UNESCO vienne reconnaître quelque chose d'haïtien comme étant quelque chose qui a de la valeur. Parce que Haïti et la valeur, c'est quand même assez complexe. Parce que du coup, l'UNESCO, leur rôle, c'est de venir préserver, protéger la biodiversité, les richesses du monde, la culture, l'éducation, etc., etc. Et Haïti, c'est un endroit, un pays qui, de par son histoire, a été très saccagé, qui est encore aujourd'hui très saccagé, très mis en retrait, très invisibilisé et qui est, disons, très stigmatisé. On a eu par exemple il y a quelques années M. Macron qui est venu dire que nous Haïtiens on était des trous du cul et des gros cons. On est tous les jours, tous les ans moqués, etc. Mais dès qu'il y a une bonne nouvelle, on va dire, pour Haïti, soit les médias viennent nous enfoncer en rappelant que ça serait le pays le plus pauvre du monde, soit on vient s'approprier, on va dire, notre richesse et nos victoires. Par exemple, récemment, on a été qualifié pour la Coupe du Monde et toutes les Antilles ont dit c'est une victoire pour toutes les Antilles. Et beaucoup ont dit ouais, ça part d'une bonne intention, ça part de quelque chose de l'ordre de la réunification des Antilles. Parce que pour les personnes qui ne savent pas, encore une fois, Haïti, c'est un pays qui est indépendant, un pays dont la France d'ailleurs doit énormément de choses et à qui la France doit énormément de choses, dans le sens où la France est redevable envers Haïti pour sa construction en elle-même, et la France se doit de réparer, que ce soit d'une manière des consciences, des mémoires, des villages, de plein de choses, Haïti et le peuple haïtien. Et en parallèle, vous avez, c'est une généralité, mais vous avez les habitants des Caraïbes qui viennent souvent dire que Haïti, du fait de son indépendance, n'appartient plus aux Caraïbes, n'appartient plus aux Antilles, et donc viennent créer un fossé entre les Antilles, entre les grandes Antilles dont font partie Haïti et les petites Antilles dont font partie le reste des Antilles. Et du coup, ça crée encore un fossé entre les peuples et ça crée une perpétuelle discrimination, on va dire, des Haïtiens vis-à-vis du reste du monde, puisque Haïti est vu comme un pays qui certes est indépendant, mais qui est pauvre et débile et toujours au pied de l'échelle mondiale, on va dire, de la sécurité et de plein de choses. Et donc, Haïti reste la risée du monde, y compris des Antilles. Mais dès, comme je l'ai dit, qu'il y a une victoire quelque part dans Haïti, soit on va rappeler que oui, mais ça reste pauvre, oui, c'est bien, ça va pouvoir permettre de réunifier le pays, de le remettre en avant, puisque là, c'est la merde en Haïti, etc., etc. Ou alors, oui, c'est une réussite pour les Noirs en général. Et donc, il y a encore cette chose-là de réappropriation des victoires, de réappropriation de l'histoire, et surtout de l'enfermement d'Haïti dans son histoire coloniale et néocoloniale. À savoir que, pour les personnes qui ne le savent pas, récemment, des personnes ont essayé de remettre en place l'esclavage sur certaines îles d'Haïti. Et là, on peut se dire, d'un côté, c'est bien que le compas soit reconnu par l'UNESCO, on vient encore chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Et en fait, moi, à ce moment-là, de par mon point de vue, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est symbolique. Dans le sens où l'UNESCO, ça sort pas de nulle part. Et les Nations Unies qui viennent se pencher sur le monde et les Outre-mer pour reconnaître ce qui a de la valeur, personnellement, je trouve ça, d'un point de vue symbolique, assez problématique. Parce que certes, dans le fond, cette question de venir chercher à préserver les choses, protéger, mettre en avant, etc., etc., c'est intéressant. Dans la réalité des choses, et d'une manière symbolique, encore une fois, ça crée aussi d'autres problèmes. Et ça perpétue d'autres problèmes systémiques. À savoir, par exemple, qui a le droit de reconnaître ou non la culture, qui a le droit ou non de protéger la culture, quelle culture a le droit d'être reconnue, quelle culture a le droit d'être protégée, et
tant qu'une culture n'est pas reconnue par l'UNESCO, est-ce que à ce moment-là, elle a le droit d'être protégée ou non? Tout ça, c'est encore des questions qu'on pourrait se poser. Et avant toute chose, qu'on peut se poser aussi comme question, c'est lorsqu'elles sont reconnues comme patrimoine historique de l'UNESCO, à qui appartiennent-elles? Parce que par exemple, le compas, lorsqu'on va en parler maintenant, on va pas seulement parler d'un genre culturel haïtien, on va aussi parler d'un patrimoine historique. Mais le patrimoine historique de qui? Reconnu par qui? Défendu par qui? À quel moment? Pourquoi? Et jusque quand? Et c'est là où on peut aussi se poser la question de l'appréciation et de l'appropriation culturelle. À savoir que ces deux termes sont très différents. Là, par exemple, vous avez de l'appréciation culturelle. Là, vous avez de l'appropriation culturelle. Mais donc, la question se pose. Avant de connaître les différences, l'écart, qu'est-ce que déjà l'appréciation et l'appropriation culturelle? Qu'est-ce que la culture? La culture, c'est l'ensemble des éléments qui permettent de distinguer, de caractériser une ethnie, un groupe, un ensemble d'individus dans une société. Vous avez par exemple des cultures différentes dans plusieurs villages en France, vous avez des cultures familiales, vous avez des cultures historiques liées à un certain endroit dans un certain moment, vous avez énormément de cultures. Et à partir de ce moment-là, chaque culture appartient à la fois à son époque et au groupe qu'il a inventé, qu'il a mis en place. À chaque individu, à chaque société, à chaque groupe social, à chaque ethnie, à chaque tout ce qu'on veut, à chaque groupe qui met en place une culture et qui la pérennise. On comprend donc que dans la culture, il y a quelque chose de l'ordre de la construction sociale de quelque chose, d'un lien d'appartenance et d'une image, on va dire, de quelque chose qui nous représente, et aussi cette question d'appartenance. Cette image nous appartient, ce contenu nous appartient, ces éléments nous appartiennent, ces éléments nous définissent. Ça, c'est la culture. Et donc, à partir de là, on peut se pencher sur l'appropriation culturelle. Si cette culture est propre à un certain groupe, si je ne fais pas partie de ce groupe-là, alors comment je me mets en lien avec cette culture? Et ça, c'est une question qui peut paraître simple, mais c'est une question qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que tout ne se passe pas dans le conscient, on le sait très bien. Et inconsciemment, on peut venir s'approprier, donc récupérer certaines choses qui ne nous appartiennent pas. Je vous donne un exemple un peu bête. La dernière fois, je faisais mes courses et il y avait un monsieur derrière moi qui rouspétait, qui était assez turbulent dans son esprit et qui était visiblement énervé. Et donc, à un moment, son énervement est venu rejaillir sur moi. Ça m'a énervé, je lui ai dit, bon monsieur, depuis tout à l'heure, je vous entends faire des bruits dans ma tête, etc. Ça m'énerve, est-ce que vous pouvez arrêter? Et à ce moment-là, j'ai changé d'état mental, je n'étais plus dans ma joie, dans mon continuel habituel, on va dire. J'ai commencé à reprendre son état mental à lui, qui était plus propre à la colère, à l'agacement, etc. Et à ce moment-là, je peux me dire, en étant énervé, cet agacement est le mien. Sauf qu'à ce moment-là, je me réapproprie son agacement, parce que l'agacement qui me vient, cet nouvel état mental, il est propre à un stimuli qui était du coup que le fait que cette personne m'agaçait. Et donc cet agacement venait non pas de ma personne, mais de la personne derrière moi qui venait m'agacer. Et son agacement, étant une éponge sociale, on va dire, est venu être absorbé par mon organisme. Mais quel lien avec la culture? Le lien, c'est que des fois, consciemment ou non, vous allez penser, apprécier certaines choses, vous allez trouver, ou du moins être renvoyé à certaines choses vis-à-vis d'autres, et donc votre relation vis-à-vis de la première chose va être biaisée. Je vous donne un exemple. Il y a certains enfants qui n'ont grandi qu'avec des films de western, les Indiens, les peaux rouges, etc., etc. Ces films-là racontent une histoire qui est elle-même racontée par d'autres personnes. Cette histoire peut être imaginaire, peut être basée de faits réels, peut être une vérité totalement déformée. C'est une histoire. Cependant, à partir de ce moment-là, certaines personnes peuvent adhérer à cette histoire. Et là, à partir de ce moment-là, cette histoire, qui, lorsqu'on prend l'exemple, par exemple, des films sur les westerns, des choses comme ça, c'est une histoire qui est propre à une certaine culture, qui relate une certaine culture. Et donc, là où les personnes vont pouvoir apprécier l'image qui est dépeinte de cette culture, elles peuvent du coup venir apprécier quelque chose qui n'appartient pas à cette culture. Et là, inconsciemment, elles pourraient véhiculer de l'appropriation culturelle.
Je vous l'accorde de prime abord, comme ça peut être assez compliqué à comprendre. Mais on va prendre des exemples un peu plus concrets, pour que les images puissent se faire davantage facilement dans votre tête. On va garder cette image des westerns, des Indiens, des cow-boys, etc. À ce moment-là, déjà, rien que le fait de les appeler les Indiens, c'est propre à l'appropriation culturelle, parce que ce ne sont pas des Indiens, ce sont des Américains natifs, des natifs américains. Et rien que le terme Indien ou Amérindien, c'est un terme péjoratif, reconnu par leur culture, parce que justement, ce sont des personnes extérieures qui sont venues apposer leur regard sur leur culture. Les Américains natifs n'ont rien d'indien. Le terme indien est venu parce qu'on pensait à ce moment-là que c'était l'Inde. Mais ce n'était pas les Indes, c'était l'Amérique. Cependant, la culture des Américains natifs a été totalement éradiquée, écrasée par les personnes qui sont venues redécouvrir l'Amérique. Et à ce moment-là, en la redécouvrant, ils l'ont refaçonnée à leur image, comme ils le voulaient, en imposant leur culture. Et la culture des personnes natives, à ce moment-là, a été récupérée, réappropriée par des personnes qui n'étaient pas issues de cette culture. Donc tous les codes de ces personnes natives, de ces personnes nées sur le continent et de ces personnes qui étaient issues du coup de ces cultures et de ces groupes sociaux ont été récupérés par des personnes extérieures et les symboles de cette culture ont été réappropriés. À savoir que, et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant et important à mettre en avant, mais étymologiquement parlant, l'appropriation, c'est le fait de rendre propre à soi, rendre propre à un usage, rendre propre à une destination, à une direction. D'accord? C'est-à-dire que vous aviez des personnes qui sont arrivées devant une culture qui était propre à certaines personnes, qui appartenait à certaines personnes et qui allait dans un certain sens. Ici, les Américains natifs. Et face à cette culture, les personnes sont venues dominer les natifs, ils sont venus se réapproprier leurs codes, leurs symboles, etc., en leur donnant une nouvelle image, en leur donnant limite une nouvelle culture. Une culture qui était la leur, des symboles qui étaient les leurs, et une récupération de ces images en y imposant une autre vérité. Dans ce sens-là, on a bien l'une des étymologies du terme approprié, qui est le fait d'assimiler quelque chose à soi, de s'attribuer quelque chose, ou de s'accaparer une chose qui ne nous appartient pas. Mais ce qui est aussi intéressant à prendre en compte, c'est que l'élargissement de cette étymologie du terme approprié, ça a donné le sens de rendre propre, nettoyer. Et là, on a encore cette question coloniale qui venait nettoyer, purifier les terres des personnes qui étaient impures à leur sens, de par leur culture, de par leur regard. Et là, encore une fois, on sait que les colons venaient sur les terres pour évangéliser, pour purifier, propager leur propre connaissance, leur propre culture, en écrasant la culture des autres, en se la réappropriant, en la modifiant de manière à ce qu'elle soit plus propre à la leur. Et surtout, plus propre. Parce que pour eux, les cultures d'autrui sont sales. À savoir, encore une fois, que l'appropriation culturelle, c'est quelque chose qui est basé sur plusieurs socles, dont la domination, le mépris, l'annihilation d'un groupe ethnique, la soumission et l'exploitation du groupe ethnique et de sa culture, mais aussi la transculturation, c'est-à-dire le fait de transformer, de transporter une culture vers une autre. Et c'est en ce sens aussi que l'appropriation culturelle, c'est quelque chose qui est néfaste pour les peuples qui en sont victimes, parce qu'encore une fois, c'est une oppression. On vous arrache quelque chose qui vous représente, on vous arrache quelque chose qui vous appartient, on vous arrache votre identité, on la modifie et on vous dit ceci n'est plus ton identité, ceci n'est plus quelque chose que tu as construit culturellement avec ton peuple au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des choses. Ceci ne sont plus tes croyances, ceci ne sont plus tes symboles, ceci ne sont plus tes images, ceci ne t'appartient pas, ceci n'est plus propre à toi, ceci est sale. Maintenant, ce que tu verras à travers ces images-là, qui étaient anciennement les tiennes, ce sera ce que nous, on t'imposera de voir. Et ça, c'est une violence, c'est une oppression. Et donc, les personnes qui subissent cela, ce sont des personnes qui sont victimes. Et en ce sens, on a donc plusieurs critères, on va dire, qui permettent de reconnaître dans une situation la présence potentielle d'appropriation culturelle. On a déjà la mésinformation sur la culture en tant que telle. Lorsque, par exemple,
on se penche sur la culture des natifs américains, on va beaucoup parler d'Amérindiens, alors que c'est une mésinformation. L'Amérique n'était pas les Indes. On va beaucoup avoir certains symboles qui ont été expliqués d'une certaine manière par les Américains, par les gens qui se sont penchés sur la culture, etc., mais qui sont mensongères, parce que lorsque vous allez avoir la chance, je dirais, aujourd'hui, de vous tourner vers des Américains natifs, puisqu'il n'en reste pas énormément, vu qu'ils ont été génocidés, vous allez vous rendre compte, en discutant avec eux, en vous intéressant et en vous informant réellement sur leur culture réelle, que beaucoup de choses sont mensongères, sont déformées et ont été mal interprétées. Et ce qui nous emmène au deuxième point, tout ceci agit contre la volonté des personnes qui font partie de cette culture. Une évolution de la culture, ce n'est pas de l'appropriation culturelle. Lorsque vous avez un groupe ethnique qui fait évoluer leurs symboles, leurs images, etc., en disant, voilà, nos images avant c'était ça, maintenant c'est ça, et nos images avant symbolisaient cela, et aujourd'hui elles symbolisent cela, elles ne viennent pas s'approprier une culture qui n'est pas la leur, puisqu'elles font partie de ce groupe-là, et elles ont la volonté d'approprier cette nouvelle culture, cette culture évoluante, à un autre groupe qui est leur nouveau groupe, disons. Tout comme si on vient dire, par exemple, en tant qu'haïtien, si je prends mon point de vue, et en tant que collectif haïtien, tous les haïtiens du monde, on se réunit et on dit, voilà, on voudrait que, je sais pas, par exemple, nos tenues traditionnelles puissent être rendues publiques, puissent être partagées au monde de manière à ce que ça soit la culture du monde. Ce n'est pas une appropriation culturelle que le monde fait, puisque nous avons la volonté de rendre exponentielle, on va dire, notre culture à ce niveau-là. C'est notre volonté, c'est la volonté du peuple natif, c'est la volonté du peuple qui est propre à cette culture. Sauf que lorsque c'est fait contre la volonté de ce peuple-là, c'est une appropriation réellement, puisqu'on vient prendre pour faire appartenir à soi, on vient récupérer, on vient s'accaparer de quelque chose, et donc on vient faire subir une violence à quelqu'un contre son gré, contre sa volonté, tout en venant lui voler, lui dérober quelque chose. Il y a vraiment cette question de volonté derrière. Et ceci, c'est aussi en lien avec le fait que, ça c'est aussi propre au racisme, que les gens ne se penchent pas forcément sur la véritable signification des symboles, des cultures, des positionnements, etc., des personnes dans leur culture. Parce que, par exemple, ne pas chercher à comprendre une culture et dire, tiens, ça me renvoie à telle chose, donc ça veut dire que c'est ça, c'est aussi s'approprier une culture. Parce que vous ne connaissez pas la culture, vous n'en faites pas partie, vous ne connaissez pas les symboles, mais vous venez mettre vos propres projections de cette culture comme étant la vérité de cette culture. Et donc, vous venez faire appartenir vos projections à cette culture. Et donc, vous venez dire que vos projections sont cette culture, ce qui est faux. Et donc, vos projections, votre appartenance est déteinte sur cette culture qui n'est pas la vôtre. Et donc, vous faites appartenir cette culture. C'est pour ça que je vous disais que l'appropriation culturelle, c'est pas quelque chose qui est toujours hyper flagrant. Ça peut être très inconscient, ça peut être très enfantin, on va dire, mais ça reste de l'appropriation culturelle. Et derrière, vous avez des gens qui en souffrent. Quelque chose d'autre qui est très en lien avec le système actuel mondial, c'est la commercialisation des symboles et des cultures. Par exemple, si on reprend tout bonnement la question des Américains natifs, on voit que beaucoup de leurs symboles sont commercialisés aujourd'hui sous forme de déguisement, des symboles qui souvent même ne sont même pas les leurs, des symboles qui ne sont pas utilisés dans leur culture, mais qui leur sont rapprochés par les personnes qui veulent se faire du profit sur leur culture et sur des images qui sont rapprochées à leur culture, mais surtout qui veulent commercialiser leur culture. Une culture, ce n'est pas un commerce. Une culture n'est pas là pour faire du profit. Une culture est là pour faire vivre une communauté. Et quand on parle de vie, on ne parle pas d'argent. L'argent, encore une fois, c'est une construction sociale. L'argent, c'est du papier. Ça ne sert strictement à rien, fondamentalement parlant. La culture, c'est toute une histoire. Et donc, lorsque vous avez des déguisements de carnaval, des déguisements de danseuses du Brésil, des déguisements d'Indiens, des déguisements de Pocahontas, des choses comme ça, vous venez participer, mine de rien, à de l'appropriation culturelle. Surtout lorsque vous avez énormément de collectifs culturels
qui viennent vous dire, faites attention, ce déguisement ne nous représente pas, ce déguisement va à l'encontre de nos valeurs, ce déguisement va à l'encontre de notre culture, et surtout, c'est un déguisement, notre culture n'est pas un déguisement. C'est aussi ce qui pose problème, par exemple, avec les personnes qui font des nattes, des tresses ou d'autres coiffures typiques africaines, afrodescendantes, sans en connaître le contexte. Ça peut être jugé comme de l'appropriation culturelle si les personnes ne se renseignent pas sur ce qu'ils mettent sur leur tête, tout simplement. S'ils ne demandent pas l'autorisation, on va dire, d'un certain point de vue, aux personnes qui sont concernées par cette culture pour pouvoir être à même de faire des choses qui sont propres à leur culture, parce que justement, ce sont des symboles de leur culture. Par exemple, aujourd'hui, on voit une appropriation culturelle des locks et beaucoup de personnes détachent l'image des locks avec le côté spirituel, avec le côté culturel qu'elles ont. Et normalement, on est censé demander aux personnes à qui appartient la culture Rastafari, la culture des locks, etc., si ce n'est pas malsain, si ce n'est pas péjoratif, de faire des locks, même si on n'appartient pas à leur culture, qu'est-ce qu'il faut pour faire des locks dans leur culture, etc., etc. Parce que cette culture leur appartient. Et le faire contre leur volonté, le faire sans s'informer de ce qui se passe derrière dans leur culture, le faire sans connaître leur culture, ou le faire avec un semblant de mésinformation et mésinformer les gens en face en partageant cette culture qui n'est pas la nôtre, c'est aussi de l'appropriation culturelle. Bien qu'on se dise, je fais des locks parce que c'est beau, etc., etc. C'est caché derrière de l'appréciation culturelle, on reviendra dessus, mais ce n'est pas de l'appréciation culturelle, c'est de l'appropriation culturelle. Parce qu'on ne vient pas se tourner vers les personnes dont c'est la culture pour se renseigner sur cette culture et apprendre à aimer cette culture. On ne peut pas aimer quelque chose si on ne la reconnaît pas, et on ne peut pas reconnaître quelque chose si on ne la connaît pas, on ne peut pas la connaître si on ne se penche pas sur cette chose pour tenter de la connaître. Et en ce sens-là, les locks et le compas, par exemple, ça peut être des exemples assez formels de cette appropriation culturelle, parce que les gens ne se penchent pas sur ce qu'il se passe, sur ce que symbolisent les locks ou le compas. Je parle des deux exemples, mais c'est deux cultures à part entière. L'un ne va pas forcément avec l'autre. Vous avez par exemple le fait de faire des locks, le fait de faire certains types de locks, etc., qui est devenu trendy, qui est devenu tendance aux yeux de beaucoup de personnes, qu'il était déjà avant. Il y a eu déjà plein de collectifs culturels qui se sont penchés sur ça pour dire attention, il se passe telle chose derrière, même si ça part d'un bon sentiment, il y a d'autres choses qui sont véhiculées. Et pour le compas, c'est pareil. En ce moment, énormément d'artistes non natifs, non propres à cette culture, se penchent énormément sur ce style, énormément sur le compas et sur plein de choses culturelles, sans se pencher sur l'histoire en tant que telle, sans se pencher sur comment a été construit le compas, sans ne serait-ce que s'informer auprès d'Haïtiens, auprès de personnes qui sont liées à cette culture et qui vont derrière faire du compas, véhiculer ce qu'ils veulent à travers le compas, faire des remixes compas, etc., etc., parce que c'est trendy, parce que c'est commercial en ce moment, et parce que aujourd'hui le symbole se perd. Et ça fait participer à la perte de ce symbole. C'est pour ça souvent qu'on vous dit, du moins qu'on dit aux artistes généralement, que lorsqu'ils veulent s'accaparer un son, une mélodie, quelque chose de culturel, le mieux c'est de se tourner vers des personnes qui font partie de cette culture pour déjà bien représenter cette culture, pour pouvoir en parler en interview, pour pouvoir permettre de mettre cette culture en avant, puisque à la base c'est ça, faire de la musique propre à une certaine culture, c'est pour la mettre en avant. Donc quoi de mieux que de laisser la place aux personnes concernées. Et si vous voulez reprendre certains critères de certaines musiques, certains symboles de certaines cultures, le mieux c'est de demander aux personnes qui sont propres à cette culture de du coup vous informer sur cette culture, de vous renseigner même vous-même sur cette culture, de laisser beaucoup plus d'espace aux personnes qui sont concernées par cette culture, de venir la mettre en avant, bref, de vous informer tout simplement. Parce que c'est par là que ça commence, encore une fois, l'appréciation culturelle et le fait d'aimer une culture. C'est par le fait de se renseigner dessus, de chercher à ne pas être nocif finalement, et de vraiment rechercher à l'être, et pas juste faire des choses en se disant, voilà, mon intention est là, mais derrière mes actes sont là, et si mes actes sont pas propres à mon intention, tant pis. Non, c'est vraiment rechercher à ce que ces actes aillent et soient en accord avec ses intentions. Donc si vous avez des bonnes intentions, recherchez à faire de bonnes actions en lien avec vos bonnes intentions, et surtout regardez les rapports de force, parce que dans l'appropriation culturelle aussi, quelque chose qui est
énorme, c'est les rapports de force et leur déséquilibre. Regardez par exemple, si on reprend encore une fois le cas des natifs américains, leur rapport de force face à la commercialisation des symboles amérindiens, c'est quelque chose qui est énorme. Le déséquilibre est énorme. Le rapport de force entre les Haïtiens qui cherchent à mettre en avant leur culture, la vraie histoire d'Haïti, etc., face aux histoires des colons, elle est énorme. Le rapport de force est énorme. Il y a énormément de choses qui sont invisibilisées. Il y a énormément de personnes qui sont tuées. Le pays est énormément mis en arrière, mis en retrait, et les témoignages sont énormément invisibilisés. Là, je parle des cultures que je connais davantage, mais on pourrait parler davantage de cultures. On pourrait parler des cultures chinoises, des cultures asiatiques en général, des cultures indiennes d'Inde, des cultures pakistanaises, pardon, des cultures turques. On pourrait parler d'énormément de cultures qui subissent une appropriation culturelle occidentale ou orientale, ça dépend, mais qu'on se le dise majoritairement occidentale, sur but de profit, sur but de capitalisation sur leur culture, sous un but de réduction de leur tradition à des tendances qui viendront, encore une fois, rapporter du profit, et sur un but de récupération de symboles, de culture, et une invisibilisation de plein d'ethnies, de plein de groupes sociaux, etc. Et donc, on peut se reposer la question, qu'est-ce qui différencie du coup l'appréciation culturelle et l'appropriation culturelle? Comment être dans l'appréciation culturelle sans tomber dans l'appropriation culturelle? Et oui, je le reconnais, ça peut être une question qui peut sembler très bête, mais c'est une question qui nécessite vraiment qu'on se penche dessus. Parce que, encore une fois, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut se dire que plutôt d'être dans quelque chose, d'aller contre la volonté des personnes dans leur culturalité, d'être moins dans quelque chose de la recherche de la compréhension des significations, d'être moins dans quelque chose qui serait de l'ordre de la commercialisation ou le fast tendance de certaines cultures, être davantage dans quelque chose déjà de la recherche de compréhension et dans la recherche de regard des cultures. À savoir que, comme on le disait, pour être dans l'appréciation de quelque chose, ici l'appréciation culturelle, il faut reconnaître une culture. Il faut reconnaître qui a fondé cette culture, comment est cette culture, où a été faite cette culture, quand est-ce qu'elle a été faite, par qui, etc., etc. Il faut la connaître, il faut la reconnaître. Il faut chercher à la connaître, il faut chercher à la reconnaître également. Tout comme, et je vous ai fait un épisode de l'IMO en leur importance sur YouTube, même si j'avoue que l'épisode était assez long parce que c'est une notion assez longue, mais sur le respect, il faut la respecter, cette culture. Il faut la reconnaître et la respecter. Et pour ceux qui ont vu l'épisode, vous saurez que ces deux termes sont assez en lien. Mais donc, il faut vraiment être dans quelque chose de la respecter, c'est-à-dire la suivre fidèlement, disons. Donc, être dans quelque chose de retracer cette culture telle qu'elle est, être fidèle dans le respect du partage de cette culture. Et il faut aussi être dans quelque chose de l'ordre de la célébration de cette culture. C'est ce qui va servir à ce que cette culture prenne de l'ampleur, à ce que cette culture soit mise davantage en avant, à ce que cette culture augmente un peu, on va dire, dans leur rapport de force vis-à-vis des personnes qui sont dans quelque chose de l'appropriation culturelle, de la récupération culturelle ou de la commercialisation culturelle. Et en venant faire cette célébration, vous allez davantage donner de valeur à cette culture. Parce qu'on vient célébrer des choses qui ont de la valeur. Et l'appréciation, le fait d'apprécier, c'est le fait de donner de la valeur à quelque chose ou d'en reconnaître la valeur. Ici, l'appréciation culturelle, c'est le fait de reconnaître la valeur d'une culture, la célébrer, la respecter et la mettre en avant. Ce que, entre grandes guillemets, l'UNESCO essaye de faire. Ou du moins ce que l'UNESCO a comme mission, à savoir de respecter, mettre en avant, pérenniser, célébrer certaines cultures, certaines éducations, certains peuples, etc., etc. Mais encore une fois, à ce niveau-là, c'est pas juste une organisation des Nations Unies qui devrait le faire, c'est vraiment quelque chose qui est propre à une organisation mondiale, une organisation humaine et l'organisation de tout le monde, en fait, dans ce sens. On devrait tous être dans quelque chose de la recherche de valoriser la culture de chacun, de la célébrer et de la respecter, même si on n'adhère pas forcément à cette culture. Parce que l'appréciation culturelle, c'est avant tout une forme d'engagement et d'écoute des cultures, une forme d'engagement et d'écoute des peuples et des différences,
et une forme d'engagement et d'écoute des personnes qui nous entourent finalement. C'est vraiment se demander qu'est-ce que l'histoire, qui a écrit l'histoire, pourquoi est-elle écrite comme ça, quelle est la vérité dans cette histoire, qu'est-ce que les puissants disent de cette histoire, qu'est-ce que les faibles disent dans cette histoire, qu'est-ce que les personnes qui sont dépeintes comme celles qui ont la défaite dans certains combats, etc., ont à dire vis-à-vis de leurs opposants, vis-à-vis des personnes qui sont victorieuses sur elles. Et vraiment, toutes ces choses-là, c'est ce dont on parlait par exemple dans le retour sur le consulat la dernière fois, avec la guerre des récits. Qui raconte l'histoire, pourquoi et comment? Comment se pencher sur une histoire qui est possiblement mensongère et l'importance d'avoir différents points de vue dans un même récit. Et donc cette question finalement de à qui on donne du crédit, à qui on donne de la valeur dans un récit, dans une culture et dans la construction, dans la pérennisation, dans la mise en avant de cette culture. Et c'est là où, à mon sens, du coup, c'est vraiment très intéressant et très important de rechercher à apprécier des cultures tout en reconnaissant en soi et à travers les autres que cette culture ne nous appartient pas forcément, ne nous appartient pas, et qu'on peut l'apprécier même sans appartenir à cette culture, et qu'on peut être dans quelque chose d'une forme de célébrer des cultures sans forcément chercher à se l'approprier. Mais encore une fois, on est dans une société où on prône énormément l'individualisme et où on a du mal à prendre en compte les différences des autres, à se remettre en question, à prendre du recul sur ses actions, à comprendre nos actions, à se pencher sur nos actions, etc. Et donc, on peut avoir du mal à ne pas être dans quelque chose de l'appropriation des choses. On peut avoir du mal à être dans le rapport avec les autres, à être dans un rapport de communication, disons, avec les autres. Et donc, dans cette écoute, dans cette entente, dans cet engagement envers la personne en face. Et c'est pour ça que je vous le redis, c'est quelque chose qui peut paraître beau et simple à dire comme ça, mais c'est vraiment un combat perpétuel. Parce que, encore une fois, c'est nous contre tout un système dans lequel on évolue. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, je vous mets des liens en description, comme d'habitude, si vous voulez vous pencher davantage sur les choses. Vous pouvez également, comme d'habitude, mettre des commentaires s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne ou sur lesquelles vous voulez revenir, s'il y a des cultures que vous voulez mettre en avant, etc. Il n'y a aucun problème sur ça. De toute façon, c'est un peu à ça que sert cette chaîne, à mettre les gens en avant, vos cultures en avant, vos choix, vos pensées en avant, etc., etc. Toujours dans le respect et la considération des autres. Et sur ce, tout simplement, prenez soin de vous.